Al24 News, bienvenue pour votre édition d'information du jour. Place au titre. L'Iran affirme que les pourparlers avec Oman concernant les nouvelles cartes des routes de transit du détroit d'Ormuz se poursuivent. Toujours dans cette crise au Moyen-Orient, le président américain Donald Trump a prétendu que l'objectif stratégique prioritaire des États-Unis demeurait d'empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. Et puis le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, actuellement sous la présidence de l'Algérie, a débuté ce dimanche une mission de terrain de 48 heures dans la capitale Khartoum. Objectif, restaurer la paix, la sécurité et la stabilité au Soudan. Nous irons ce soir au Maroc où la gestion de la crise des carburants met en évidence les limites des politiques publiques face à la détérioration du pouvoir d'achat. Et puis le conflit russo-ukrainien connaît une nette recrudescence des tensions lundi. Plusieurs bombardements menés par les forces ukrainiennes ont ciblé des provinces russes, causant la mort d'au moins 8 civils et faisant plusieurs blessés. Dossier palestinien en début de ce journal. L'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza a fait 73 399 martyrs et 174 310 blessés selon un nouveau bilan communiqué lundi par les autorités sanitaires palestiniennes. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre dernier, 1265 Palestiniens sont tombés en martyrs et 4198 autres ont été blessés, tandis que les corps de 813 martyrs ont été retirés de sous les décombres, selon les autorités sanitaires palestiniennes. Deux Palestiniens sont tombés en martyrs à la suite de graves blessures subies lors de bombardements ayant visé dimanche Al-Mawazi et Dar al-Balah. Des sources médicales ont rapporté ce lundi que des blessés sont à déplorer après que les forces d'occupation sionistes ont mené des frappes aériennes et des tirs d'artillerie ciblant une zone du quartier d'El Toufa à l'est de Gaza. Des avions de l'occupation ont également ciblé la ville avec 2 raids aériens parallèlement à des tirs nourris d'hélicoptères de combat, tandis que le gouvernorat de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, a été la cible de tirs d'artillerie. Les ministres des Affaires étrangères de 8 pays ont condamné dimanche le rejet par l'occupation sioniste d'une feuille de route pour la finalisation du plan de paix dans la bande de Gaza et le retrait des troupes de l'armée d'occupation de l'enclave. Les ministres ont déclaré que la position de l'entité sioniste contredit directement la feuille de route et compromet fondamentalement les efforts collectifs visant à restaurer une paix juste et durable à Gaza. Les ministres ont averti que toute tentative de rejeter ou de bloquer la reconnaissance d'un État palestinien compromettrait directement les perspectives de paix, de sécurité et de stabilité dans toute la région. À Gaza, l'absence de matériaux prothétiques complique davantage le quotidien des amputés. Des composants essentiels à la fabrication des prothèses restent difficiles d'accès, laissant de nombreux patients dans l'attente d'une prothèse adaptée. Maria Chouir. Chaque matin, Omar emprunte le même chemin, quelques pas hors de sa tente, puis quelques mètres jusqu'à la plage. Il vient contempler la mer quelques instants avant de reprendre le chemin vers sa tente. Depuis près d'1 an, ses béquilles sont devenues ses seules jambes. Omar a perdu sa jambe droite. Depuis, sa mère l'accompagne d'un hôpital à l'autre, à la recherche d'une solution qui lui permettrait de retrouver un peu d'autonomie. Pour qu'Omar puisse un jour abandonner ses béquilles, il lui faut une prothèse. Mais encore faut-il disposer des composants nécessaires à sa fabrication. Je rêve de vivre une plus belle vie, dans un endroit sûr et d'avoir une prothèse de jambes pour pouvoir marcher normalement et jouer au football avec mes amis.
Nous avons fait le suivi auprès du centre de prothèse, mais les matériaux nécessaires à son articulation ne sont toujours pas disponibles. Sa jambe droite a été amputée au-dessus du genou. Cela fait près d'1 an que nous allons dans les hôpitaux et au centre de prothèse. Les prothésistes s'adaptent comme ils peuvent. Ils improvisent, récupèrent, ajustent, fabriquent avec les moyens disponibles. Mais certains composants restent irremplaçables. Des solutions locales existent, mais elles ont leurs limites. La guerre a causé des milliers d'amputations, tandis qu'Israël empêche l'entrée de matériaux spécialisés à Gaza. Nous utilisons des solutions locales, mais elles ne peuvent remplacer les composants fabriqués à l'étranger, notamment en termes de souplesse et de durabilité. Pour les patients, ces limites ont des conséquences très concrètes. Une prothèse plus lourde, moins résistante, moins adaptée aux mouvements du quotidien et surtout des mois supplémentaires à attendre. Nous espérons que des meilleurs matériaux prothétiques soient mis à disposition. La technologie prothétique à l'étranger est bien plus avancée. Notre situation sera bien meilleure si ces matériaux étaient autorisés à l'importation ou si nous pouvions nous faire soigner à l'étranger. Malgré le manque de matériaux et les difficultés d'accès aux prothèses, les patients continuent d'avancer, pas à pas, avec le sourire et l'espoir de retrouver un peu de la mobilité que le génocide leur a ôtée. En Cisjordanie occupée, une équipe des Nations Unies a réussi à acheminer de la nourriture et des médicaments à 3 familles toujours assiégées dans le village de Qusra où les forces sionistes ont imposé un blocus total autour des 3 maisons que les colons essayent depuis 8 jours de s'approprier et dont ils cherchent à expulser les propriétaires palestiniens. Les forces sionistes sont toujours déployées à l'intérieur et aux abords de ces maisons et patrouillent dans le village de Qusra. من صباح يوم الأحد الماضي وللأسف الاحتلال يقتل في الوقت. Malheureusement, depuis dimanche dernier, c'est-à-dire il y a 8 jours, l'occupation leur fait perdre du temps, les harcèle en permanence. Un groupe d'une trentaine de colons nous a attaqués, toute l'équipe, y compris les techniciens de l'eau. J'ai couru vers l'une des maisons assiégées et j'y suis entrée. Puis l'armée est arrivée dans le secteur pendant que je poursuivais mon travail de rétablissement de l'électricité. J'ai rétabli le courant dans une maison, puis je suis passée à la suivante où j'ai eu la surprise de trouver l'armée qui m'a de suite arrêtée, ainsi que les hommes qui étaient avec moi. L'Iran a déclaré lundi avoir conclu un accord avec Oman concernant un plan de transit des navires dans le détroit d'Ormuz qui sépare les 2 pays et les 2 parties et travaille actuellement à la rédaction d'une déclaration conjointe. L'accord permettrait, selon des informations qui ont filtré, la réouverture du détroit, les navires y entrant par une route proche de l'Iran et en sortant par une route proche d'Oman. Ils pourraient transiter sans payer de frais ni de péage pendant cette période transitoire. Les pourparlers entre l'Iran et Oman se poursuivent sérieusement. Concernant le texte de la déclaration conjointe, des échanges de vues ont eu lieu et les 2 parties ont jusqu'à présent démontré leur détermination à élaborer un mécanisme qui garantisse les intérêts et les préoccupations des 2 parties, tout en tenant compte des considérations pertinentes relatives au transport maritime international. Selon le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, plusieurs parties tentent d'influencer et d'impacter tout accord sur le détroit d'Ormuz, préférant un état de trouble et de chaos qu'à la paix. L'insécurité du détroit d'Ormuz nous a été imposée, à nous, à la région et au monde entier. Elle était due à l'action militaire illégale menée par l'Amérique et le régime sioniste. Plusieurs pays tentent d'influencer ce processus. Il s'agit d'une tentative de la part de parties malveillantes qui ont démontré qu'elles ne laissent jamais la paix et la sécurité régner dans la région et qui, au fond, préfèrent que notre région soit toujours en état de conflit et de trouble. Le président américain Donald Trump a menacé lundi de s'en prendre et de bombarder Oman si le sultanat se mettait en travers d'un accord ou d'opération américaine concernant
le détroit d'Ormuz. Lors d'un entretien téléphonique accordé à la chaîne américaine Fox News, Donald Trump a explicitement déclaré, je cite, « Si Oman se met en travers de notre chemin, on va les bombarder ». Et puis le président américain Donald Trump qui déclare également qu'il ne permettrait pas à l'Iran de posséder une arme nucléaire. Trump a ajouté dans une publication sur sa plateforme Truth Social que l'objectif principal restera toujours d'empêcher l'Iran d'obtenir des armes nucléaires de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit. Toujours Donald Trump qui ordonne dimanche au Pentagone de réduire la portée des exercices militaires conjoints annuels avec la Corée du Sud, affirmant que cet allié avait refusé d'aider dans la guerre contre l'Iran et citant ses bonnes relations avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Trump a déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux que ces exercices qui ont débuté lundi sont non seulement coûteux, mais qu'ils envoient un signal totalement inapproprié et hostile à la Corée du Nord, qui, selon lui, s'est montrée non menaçante et respectueuse durant son mandat à la Maison-Blanche. Les Houthis ont annoncé lundi avoir ciblé un navire ainsi que 4 vedettes qui l'escortait face aux côtes de Mocha dans la mer Rouge au sud-ouest du Yémen. Un communiqué du porte-parole des Houthis, Yahya Sari, a ajouté que le ciblage a été effectué à l'aide de plusieurs missiles balistiques et que la frappe a été précise et directe. Selon le communiqué du groupe, l'opération a entraîné l'incendie complet du navire ainsi que le naufrage de certaines vedettes. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a mis en garde ce lundi contre le risque d'un conflit à grande échelle au Yémen. Dans un communiqué officiel, Turk a appelé toutes les parties concernées à une désescalade des tensions afin d'épargner au peuple yéméni des souffrances supplémentaires. Selon le même communiqué, il a également exhorté à l'arrêt immédiat de toute action susceptible de replonger le Yémen dans le chaos d'un conflit généralisé. L'escalade militaire sioniste se poursuit au sud-Liban, marquée par des mouvements de véhicules appartenant aux forces de l'occupation et des opérations de ratissage à l'aide d'armes automatiques de moyen et gros calibre en direction de plusieurs localités et quartiers, ont rapporté lundi les médias locaux. De plus, l'aviation de guerre de l'occupation sioniste a mené un raid sur la région de Wadi el-Hujayr en direction de la localité d'El-Qantara, alors que les survols et les mouvements militaires se poursuivent dans le ciel et dans plusieurs zones du sud. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sous la présidence de l'Algérie a entamé dimanche une mission de terrain de 2 jours à Khartoum, en République du Soudan, dans le cadre du renforcement de l'engagement de l'UA dans les efforts de soutien à la paix, à la sécurité et à la stabilité du Soudan. Cette mission s'inscrit dans le cadre de l'engagement de l'UA à soutenir le Soudan et son peuple dans leurs efforts visant à mettre fin à la crise, à réaliser une paix durable, à promouvoir la réconciliation nationale et à apporter un soutien humanitaire. En plein chassé-croisé des vacances du mois d'août, une nouvelle hausse des prix des carburants au Maroc vient effriter un pouvoir d'achat des ménages déjà fortement fragilisés. Chaque hausse du prix à la pompe se répercute immédiatement sur les budgets familiaux déjà soumis à la hausse du coût de la vie. Souhila Akilal. Les automobilistes marocains voient rouge. Un nouvel ajustement des prix des carburants est entré en vigueur dans la nuit du 16 août, peu avant minuit. Le prix du litre du diesel est passé de 14,50 dirhams à 15,50, soit une augmentation d'1 dirham. Quant au gasoil, il augmente de 65 centimes, passant de 14,30 dirhams à environ 14,95 le litre. En revanche, l'essence recule à 15 dirhams 25, soit une légère baisse de 30 centimes. Cette nouvelle révision intervient 2 semaines à peine après la précédente hausse et aura un impact direct sur le budget des ménages qui subit ainsi une hausse du coût des produits de première nécessité, creusant ainsi les inégalités sociales et fragilisant les équilibres macroéconomiques du pays.
Si ces nouveaux ajustements interviennent dans un contexte marqué par la volatilité des cours internationaux des produits raffinés et par les conditions d'approvisionnement du marché national, une mauvaise gestion des hydrocarbures est grandement imputée aux autorités marocaines. En effet, depuis la fermeture de la raffinerie de Mohammedia, unique unité de raffinage du Maroc en août 2015, le Maroc importe la totalité de ses produits pétroliers raffinés. La hausse des cours mondiaux creuse donc automatiquement le déficit commercial et puise dans les réserves en devises du pays. Au-delà des chiffres, cette nouvelle flambée relance un débat récurrent au Maroc, celui de la régulation du marché des carburants, du contrôle des marges des distributeurs et de la responsabilité des pouvoirs publics dans la protection du pouvoir d'achat. Pour les Marocains, la question n'est pas seulement celle des fluctuations du pétrole sur les marchés internationaux, mais celle d'un modèle de libéralisation dont les bénéfices semblent profiter davantage aux opérateurs qu'aux consommateurs. L'Assemblée nationale sénégalaise a adopté lundi une révision de l'article 37 de la Constitution renforçant la transparence publique. Désormais, le président, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale doivent publier leur patrimoine via le Conseil constitutionnel. Ce vote historique étendant cette obligation au début et à la fin du mandat a suscité de vifs débats politiques. Sept migrants ont trouvé la mort à la suite du naufrage de leur embarcation au large des côtes libyennes, tandis qu'une cinquantaine autres ont été secourus. L'agence AFP, citant l'ONG italienne Emergency, a rapporté que l'équipe de l'organisation a retrouvé 9 personnes. 7 ont été sauvées alors que 2 autres se trouvent dans un état critique, victimes d'asphyxie. En République démocratique du Congo, le virus Ebola devient incontrôlable. Le nombre de cas confirmés est passé de 4 945, dont 2 325 décès, selon les derniers chiffres publiés lundi par les autorités sanitaires du pays. La riposte contre la maladie à virus Ebola se poursuit dans les 6 provinces touchées, avec 55 zones de santé affectées. L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, a indiqué le ministère congolais de la communication et des médias dans un communiqué publié lundi. Les autorités russes ont annoncé la mort de 8 personnes, dont une femme et plusieurs blessés à la suite d'attaques ukrainiennes ciblant des provinces situées en profondeur du territoire russe. Le gouverneur de la province de Belgorod a indiqué lundi dans une publication sur Telegram qu'un bombardement sur le village de Koloskovo a coûté la vie de 6 civils et en a blessé 4 autres, dont un enfant. Les autorités russes de la province de Bryansk ont également fait part de la mort d'une personne dans un bombardement ayant visé la partie de la province sous contrôle russe. Le ministère de la Défense russe a annoncé avoir pris le contrôle de nouvelles localités en Ukraine. Un communiqué du ministère a révélé que ses forces ont pris le contrôle des localités de Novozo-Lochino dans la région de Zaporizhzhia et d'Andrivivka dans la région de Donetsk. Le communiqué a ajouté que les défenses aériennes russes ont abattu 4 missiles de fabrication américaine de type HIMARS et Vampire ainsi que 797 drones ukrainiens. Les feux de forêt en Angleterre et au Pays de Galles ont atteint un niveau record. Les images diffusées lundi par le ministère britannique de la Défense montrent des militaires travaillant aux côtés des pompiers au sud du Pays de Galles pour lutter contre les feux de forêt qui ravageaient les champs et les prairies. Environ 200 militaires ont été déployés dans le sud du Pays de Galles. La Grande-Bretagne n'a pas connu de dévastation comparable à celle qui a frappé l'Espagne, la France et d'autres pays d'Europe cette année. Mais alors que le pays subit la 5e vague de chaleur de ce qui devrait être son été le plus chaud jamais enregistré, il est confronté à un nombre d'incendies sans précédent.
L'unité nationale colombienne de gestion des risques de catastrophe a mis à jour dimanche soir le bilan des victimes du récent séisme de magnitude 7,5. Selon les données mises à jour, 143 personnes étaient toujours portées disparues et 354 autres avaient été secourues après le séisme. Le Bureau régional des Nations Unies pour la défense nationale a aussi signalé l'effondrement de 66 bâtiments, la destruction de 26 945 habitations et l'endommagement de 127 557 autres bâtisses du même genre. Un glissement de terrain en Corée du Sud a tué une personne et en a blessé 3 autres, ont rapporté les médias lundi, alors que de fortes pluies s'abattaient sur la région sud du pays. À Jeoje, ville côtière du sud et proche de Busan, les rivières ont débordé et les routes ont été inondées, perturbant la circulation et laissant les habitants bloqués. Environ 100 habitants de Jeoje ont été évacués en raison du risque de nouveaux glissements de terrain, indique le ministère de la Sécurité dans un communiqué diffusé lundi. Au moins 23 personnes sont mortes et des milliers ont été déplacés à travers les Philippines en raison des fortes pluies provoquées par la mousson du sud-ouest et renforcées par les cyclones tropicaux Luis et Mai qui ont déclenché des inondations et des glissements de terrain, a déclaré le Conseil national de réduction et de gestion des risques de catastrophes dans son dernier rapport publié lundi. De graves inondations et de glissements de terrain ont touché plusieurs régions, obligeant des centaines de familles à évacuer vers des abris temporaires alors que les rivières débordaient et que les routes devenaient impraticables. Les équipes de secours de l'Est de l'Indonésie ont récupéré 6 autres corps dimanche au lendemain d'un séisme de magnitude de 7,7. Pourtant, le nombre de morts à 53 ont indiqué les autorités. L'Indonésie, un archipel de plus de 17 000 îles, est sujette aux tremblements de terre et aux éruptions volcaniques en raison de sa situation sur la ceinture de feu du Pacifique, un arc en forme de fer à cheval de failles sismiques et des volcans. Nous rappelons qu'en 2004, un séisme de magnitude de 9,1 au large de Sumatra a déclenché un tsunami qui a tué environ 230 000 personnes dans une douzaine de pays de la région. Une bousculade meurtrière a éclaté lundi dans un temple hindou de l'État du Bihar, dans l'est de l'Inde, après qu'un fil électrique rompu aurait déclenché la panique parmi les fidèles, ont indiqué les autorités, faisant 7 morts et plus d'une douzaine de blessés. Les bousculades sont relativement fréquentes en Inde lors des fêtes religieuses, car de grandes foules, parfois des millions, se rassemblent dans des espaces confinés avec peu de mesures de sécurité ou de contrôle des foules. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Al24 News.